Bonjour Monsieur Martin, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Euh, Vous êtes un ouvrier et ancien syndicaliste français. Vous avez été élu député européen en mai dernier sous les couleurs du Parti socialiste. Et vous êtes connu pour votre défense de la sidérurgie lorraine, notamment lors de l'affaire de Florange. Euh, et tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer comment fonctionne et quel est votre métier de député européen? Merci pour la question. Je commencerai la réponse par dire que être député, que ce soit européen ou national, pour moi, c'est pas un métier, hein. C'est une mission qu'on a à mener du mieux possible. Et justement, c'est une des failles peut-être du système politique actuel, et pas uniquement français, c'est que certains se sont fait une spécialité, ils en font un métier, et c'est ce que je regrette moi personnellement. Alors après, en quoi consiste le rôle du député européen? C'est justement d'essayer de transcrire les directives, les règles, les lois, ce qui va faire le vivre ensemble au niveau européen. Et donc, nous sommes censés travailler sur tous les sujets qui touchent de près ou de loin la vie des citoyens européens, que ce soit les transports, que ce soit la politique énergétique, que ce soit l'alimentation, les traités des négociations avec d'autres continents. J'imagine que vous avez certainement entendu parler du fameux traité TAFTA qui est en cours de négociation de libre-échange avec les États-Unis. Donc voilà, on a un droit de regard, si je puis dire, et on travaille sur tous les sujets qui touchent de près ou de loin la vie des citoyens européens. Et pourquoi vous êtes passé de syndicaliste à politique, et notamment avec le Parti socialiste que vous avez critiqué auparavant? Alors, d'abord, je ne sais pas si vous avez un peu suivi mon parcours un peu personnel, mais c'est pas moi qui ai décidé de me lancer en politique, c'est le Parti socialiste qui est venu me chercher, qui m'a proposé effectivement d'être candidat sur leur liste. Alors, je ne vous passe tous les détails, mais si vous voulez, si vous avez des questions bien précises là-dessus, j'ai aucun tabou, je peux répondre à toutes les questions. Après plusieurs semaines de réflexion, où j'ai beaucoup cogité aussi, j'ai fini par accepter effectivement de me lancer en politique pour la raison suivante. Après 2 ans de combat pour essayer de sauver le site de Florange, en tant que syndicaliste, j'ai pris conscience à ce moment-là des limites de l'action syndicale. C'est-à-dire que notre travail s'arrêtait aux portes de l'entreprise. Notre travail pour essayer de sauver l'industrie de Lorraine, mais notre objectif c'était aussi d'essayer d'attirer l'attention sur l'ensemble des politiques européennes sur l'importance d'avoir une industrie forte en Europe, parce que c'est ce qui a construit aussi l'Europe, et c'est ce qui va nous permettre d'accroître le PIB européen. Et donc je me suis dit, puisque j'avais cette utopie entre guillemets de vouloir changer un peu les règles européennes, je me suis dit, si c'était pas uniquement un pas corporatiste pour sauver une usine et uniquement les emplois de Florange, c'était de sauver l'industrie, en tout cas essayer de préserver l'industrie européenne. Eh bien, la proposition du Parti socialiste allait de soi, et je me suis dit, c'est en politique qu'on va essayer, c'est pas sûr qu'on va y arriver, mais qu'on va essayer justement de bouger les lignes et faire en sorte que la Commission, le Conseil européen, le Parlement européen prennent conscience de l'importance de garder une industrie forte sur notre territoire, notamment l'industrie de la sidérurgie. Alors pourquoi le Parti socialiste, que dans votre question vous dites que j'ai beaucoup critiqué? Si vous reprenez mes propos de l'époque, j'ai beaucoup critiqué l'action de Jean-Marc Ayrault et de François Hollande. J'ai critiqué l'action du Premier ministre et du Président de la République, parce que pendant la campagne électorale, ils étaient venus nous voir à Florange et nous avaient plus ou moins promis que s'ils arrivaient au pouvoir, ils empêcheraient M. Mittal de fermer le Haut-Fourneau. Vous connaissez la suite. Les Hauts-Fourneaux ont malgré tout fermé. Donc j'ai beaucoup, effectivement, j'ai été très dur. Je n'enlève rien à ce que j'ai dit à l'époque vis-à-vis de Ayrault et de Hollande. Et je fais la part des choses entre Ayrault, Hollande et le Parti socialiste. Et quand je parle, moi, du Parti socialiste, je pense notamment aux militants de terrain, entre guillemets, les petites gens qui sont à pied d'œuvre tous les jours pour essayer de défendre une autre politique possible. Voilà, donc je fais la part des choses entre le Parti socialiste
et l'exécutif qui est au pouvoir actuellement en France. D'accord. Et au niveau du Parlement européen, le Front National a obtenu une très importante délégation. Et arrivez-vous à travailler avec eux? Ben, écoutez, non, puisque comme ils n'ont pas de groupe politique, ils sont dans les non-inscrits, donc ils ne participent pas aux travaux du Parlement européen. Alors ils siègent dans les différentes commissions, ils siègent dans l'hémicycle à Strasbourg, ils ont un temps de parole, alors moindre, puisqu'ils ne sont pas organisés en parti politique, mais en réalité sur le fond des dossiers, ils ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas, et puis, très honnêtement, je ne suis pas sûr qu'ils soient venus ici pour travailler, d'ailleurs, ils le disent. Ils le disent eux-mêmes. À chaque fois que Marine Le Pen était intervenue, elle est venue au Parlement européen pour essayer de détricoter, de détruire l'Europe de l'intérieur. Donc vous imaginez bien que les députés du Front National n'ont absolument pas envie de travailler à la construction européenne. Donc il n'y a aucun rapport entre eux et nous, et d'ailleurs je les vois très peu. D'accord. Et sur le plan européen, est-ce qu'on peut imaginer un jour une sorte de protectionnisme qui puisse arrêter ou contrer cette désindustrialisation, et notamment en France? Oui, oui, justement, c'est une des idées majeures que nous défendons, nous, ici au Parti Socialiste Européen, et que je vais prendre à mon compte, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut arrêter d'être naïf pour que l'industrie, notamment, pas qu'elle, mais surtout l'industrie, puisse avoir encore un avenir ici en Europe. Il faut, entre guillemets, qu'elle impose ces normes environnementales, ces normes sociales et ces normes fiscales. Parce que si vous prenez l'exemple sur les mesures qu'a prises l'Europe ces dernières années, sur notamment les émissions de CO2, donc le gaz carbonique, l'Europe a pris des mesures assez sévères concernant l'industrie, et donc ça nous fait perdre de la compétitivité par rapport à d'autres pays producteurs d'acier, je pense notamment à la Chine, qui elle n'est pas contrainte à ces règles environnementales, et donc je pense que la logique est de manière à ce qu'il y ait une concurrence, entre guillemets, égalitaire, en tout cas équitable, ben, il faudrait que les importations d'acier chinois, eh bien, on leur mette aussi une taxe aux frontières, de manière à ce qu'elles respectent les mêmes règles environnementales que nous. Et l'idée, ce n'est pas d'interdire d'importer des produits chinois, ça va obliger la Chine, par exemple, à augmenter son efficience énergétique et à moins polluer. Donc, en réalité, quelle est l'idée derrière cette affaire? C'est qu'il faut préserver la planète, on n'en a qu'une, hein. Je veux dire, la pollution, elle n'a pas de frontières, et si à travers ces règles-là, on arrive que d'autres continents prennent des décisions pour moins polluer, tout le monde sortira gagnant. Mais effectivement, l'idée, alors j'aime pas trop le terme là, mais ça ne me gêne pas, protectionnisme, je préférais plutôt le terme ajustement aux frontières. D'accord. Et vous êtes un ancien syndicaliste. Et pourquoi en France, les syndicats n'ont pas une adhérence comparable aux syndicats allemands et scandinaves, par exemple? Bah, si on compare le syndicalisme français au syndicalisme des pays nordiques, les raisons sont toutes simples. C'est que dans ces pays-là, les syndicats sont ce qu'on appelle co-gestionnaires de l'entreprise. Je vais vous prendre un seul exemple. En Allemagne, dans les grandes entreprises, hein, ça ne s'adresse pas aux très petites entreprises, mais dans les grandes entreprises, le directeur des ressources humaines est embauché par le syndicat. Et donc ça, c'est culturel chez eux, c'est même historique, après-guerre. L'organisation politique allemande s'est mise d'accord sur deux principes, c'est que le patron de l'entreprise s'occupe de la stratégie, de tout ce qui est économie, investissement, etc. Et les syndicats, eux, s'occupent de tout ce qui est domaine social, c'est-à-dire c'est le syndicat qui embauche à travers son directeur des ressources humaines, mais c'est aussi le syndicat qui licencie. C'est-à-dire que si demain l'entreprise va mal et qu'il faille faire un plan social et se séparer de X centaines de salariés, eh bien c'est le syndicat qui va faire la liste des noms des personnes dont il faut se séparer, ce qui n'existe pas en France. Donc vous imaginez bien que, par exemple en Allemagne ou en Suède, entre guillemets, les salariés ont plutôt intérêt à être syndiqués. En Belgique, ce sont les syndicats qui gèrent la caisse de chômage, la caisse d'assurance maladie, etc. Donc c'est plutôt une adhésion, je veux dire, de services, plutôt même obligatoire, parce que si vous n'êtes pas syndiqué dans ces pays-là, vous êtes plutôt fragilisé. Alors qu'en France,
la loi interdit de faire de la discrimination, et j'ai envie de dire tant mieux, lorsque les syndicats français négocient un accord collectif, par exemple, la convention collective, elle s'applique à tous de plein droit, que vous soyez syndiqué ou non. Donc là, c'est une des raisons pour lesquelles les pays nordiques sont plus syndiqués que nous, mais ce n'est pas la seule raison non plus. Là, je dirais que c'est l'élément moteur, mais il faut aussi reconnaître que le syndicalisme français a peut-être un train de retard, et je pense qu'il faut qu'on s'adapte aussi à cette économie mondialisée. Alors s'adapter, ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter, mais je pense qu'il faut qu'on passe de cette culture de l'affrontement à la culture de la négociation et du compromis, et ça c'est encore très difficile en France. D'accord. Et dernière question, quelle est votre vision vis-à-vis du réseau diplomatique français dans le monde, et en particulier de l'AEFE, dont le lycée français d'Irlande fait partie? Alors, la diplomatie française à travers le monde, je vous avoue, j'ai regardé un petit peu avant qu'on soit en contact, parce que je n'ai pas une grande connaissance de la diplomatie française à travers le monde, évidemment, mais lorsque je regarde les dossiers, c'est la deuxième diplomatie internationale derrière les États-Unis. Par exemple, il y a plus de 1000 alliances à travers le monde, donc ce sont des structures qui apprennent le français de manière gratuite. Il y a aussi, comment on appelle ça, des instituts français qui sont là pour promouvoir la culture française. Donc je ne sais pas comment ça se passe chez vous, si vous êtes plutôt satisfait de ce que la France fait pour votre lycée, mais j'ai envie de dire que c'est une diplomatie quand même assez riche et qui se donne, je pense, quand même les moyens de promouvoir la France et la langue française et la culture française. D'accord. Merci. Dans le public, nous avons des professeurs et des élèves de terminale et de première. J'en profite pour vous saluer, vous toutes et vous tous, et vous souhaiter une bonne continuation, une bonne année scolaire, et en espérant que, comme vous le faites très bien, promouvoir la langue et la culture française, je vais essayer de mon côté, moi, de promouvoir l'idée et en tout cas l'identité européenne. Merci beaucoup, nous vous remercions. Merci. Merci. Bonne continuation à vous. Au revoir. Merci. Au revoir.